Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, retour sur les montagnes russes diplomatiques du camp occidental et ukrainien. Nous reviendrons ensuite sur la crise humanitaire et plus précisément alimentaire qui frappe la Palestine, avec en toile de fond la crise diplomatique qui semble pour l'heure sans issue. Et enfin, victoire pour les loges et les forces d'argent avec le vote de l'euthanasie à l'Assemblée nationale. LFistes et macronistes, main dans la main. Le conflit en Ukraine prend des airs de vaudeville alors que des Européens meurent au front depuis plus de 3 ans. Les dirigeants européens et ukrainiens enchaînent les inconséquences. Élise Blaise. Churchill à Berlin. Quelques heures après les déclarations hasardeuses du chancelier Merz, Volodymyr Zelensky est en visite en Allemagne pour rencontrer celui qui est en passe de détrôner Emmanuel Macron au rang des meilleurs ennemis de l'Ukraine. En effet, à l'image du président français en son temps, qui lançait l'idée, un verre de whisky à la main, d'envoyer des soldats à Odessa, le banquier militarisé allemand s'est laissé aller à une autorisation sortie de nulle part pour que l'Ukraine frappe la Russie en profondeur avec les armes occidentales. Il n'y a plus de limite de portée pour les armes qui ont été livrées à l'Ukraine. Ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie. Elle ne pouvait pas le faire jusqu'il y a quelque temps. Jusqu'à il y a quelque temps, elle ne l'a également fait que dans des rares exceptions. Elle le peut maintenant. Nous appelons cela en jargon le tir à longue portée. Donc également équiper l'Ukraine avec des armes qui attaquent des cibles militaires dans l'arrière-pays. Une nouvelle démonstration du caractère hors de contrôle de plus en plus de dirigeants européens qui s'épanchent dans les médias comme sur un oreiller. Par ailleurs, il est à noter que les tirs de missiles sont très majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, supervisés par les Occidentaux, qui apportent aussi les renseignements militaires. Ainsi, des frappes en profondeur depuis l'Ukraine émaneraient non pas seulement d'une prétendue autorisation occidentale, mais d'une décision occidentale de frapper la Russie. Une nuance que Vladimir Poutine a parfaitement intégrée et déjà explicitée. Quoi qu'il en soit, les déclarations de Merz n'ont été confirmées par personne depuis et il est même probable que Donald Trump lui ait fait passer le message de la mettre en veilleuse. Le président américain a également tenté de renouer le dialogue avec Moscou, rappelant la nécessité des négociations face à l'impasse de la poursuite du conflit militaire. Du côté de Volodymyr Zelensky, la tenue d'une réunion trilatérale avec Moscou et Washington donc a été remise au goût du jour, une proposition qui ne devrait pas rencontrer davantage de succès que les précédentes, mais qui a au moins le mérite de montrer l'isolement des Européens. En effet, malgré les déclarations toujours plus belliqueuses d'Emmanuel Macron et maintenant du chancelier allemand, Volodymyr Zelensky semble avoir très bien défini sa stratégie, prendre ce qu'il y a à prendre du côté des néoconservateurs retranchés à Bruxelles, mais rester proche du maître américain. En réalité, Volodymyr Zelensky gesticule, réclame des armes, exhorte ses soutiens à sanctionner davantage la Russie, mais la paix devrait se négocier uniquement entre les États-Unis et la Russie. D'ailleurs, les discussions entre les deux puissances devraient dépasser de loin la seule question ukrainienne. Zelensky n'a donc d'autre choix que de multiplier les déclarations pour dénoncer la position russe. Ce mercredi, il a estimé que Poutine cherchait constamment des raisons de ne pas arrêter la guerre, une démonstration de la mauvaise compréhension du réel, puisque la raison qui autorise Vladimir Poutine à poursuivre le conflit militaire est tout simplement qu'il a la supériorité. International toujours avec la famine qui gagne la Palestine à la faveur de manœuvres israéliennes contre les ONG. La voie diplomatique est quant à elle toujours dans l'impasse. Comme par le passé, aujourd'hui aussi, nous vaincrons ceux qui cherchent à nous ôter la vie. Nous ramènerons tous nos otages et nous ferons en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Nous avons l'intention de les ramener tous, les vivants et les morts. Si nous n'y parvenons pas aujourd'hui, je l'ai déjà dit, nous y parviendrons demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Nous n'abandonnerons pas. Ramener les otages et sécuriser le territoire israélien, c'est le diptyque défendu par Benjamin Netanyahou en forme de justification pour les crimes de Tsahal en territoire palestinien. Ces déclarations faites lundi ne changent pas considérablement la ligne tenue depuis la reprise des hostilités et la violation par Tel Aviv du cessez-le-feu, mais cette double condition empêche probablement une issue favorable pour les derniers otages, puisque même si le Hamas venait à coopérer sur ce point, le gouvernement israélien pourrait continuer sa guerre en se cachant derrière ses besoins impérieux de sécurité.
Une donnée qui n'échappe pas à une partie de l'opinion israélienne qui se manifeste avec insistance. Eden Alexander, qui a été libéré il y a 2 semaines, a dit à sa famille qu'il avait failli être tué par une frappe israélienne. N'avez-vous rien compris? Arrêtez cette guerre. L'augmentation de la pression militaire est une condamnation à mort pour les otages. Nos proches ont été sacrifiés la dernière fois. Qui sera le prochain? Nous sommes venus ici aujourd'hui parce que nous avons peur. Nous avons peur que l'histoire des autres otages finisse comme celle de Yagev ou comme celle des 41 autres otages. Et nous exigeons pour eux une fin différente, une meilleure fin. À Gaza, la situation est dramatique et la crise alimentaire s'ajoute aux frappes israéliennes. Mardi, un nouveau mécanisme de distribution d'aide alimentaire orchestré par la Gaza Humanitarian Foundation, la GHF, une organisation créée sous l'égide des États-Unis et d'Israël, a viré au chaos à Rafah, dans le sud de l'enclave. Ce dispositif conçu pour contourner le Hamas, accusé par Israël de détourner l'aide humanitaire, s'est révélé inefficace et dangereux. Des milliers de Gazaouis affamés après un blocus israélien de plus de 2 mois, du 2 mars au 19 mai, se sont rués sur le site de distribution sécurisé, renversant barrières et grillages pour accéder à des colis alimentaires. Les images de cette foule désespérée, confrontée à des tirs israéliens ayant fait au moins 1 mort et 47 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza, ont été qualifiées de déchirantes par l'ONU, qui dénonce un système en contradiction avec les principes mêmes de l'humanitaire. Le blocus, levé partiellement le 19 mai, n'a permis l'entrée que de quelques camions d'aide, insuffisants face à une crise alimentaire aiguë. Selon l'indice IPC, toute la population de Gaza est en situation d'urgence alimentaire, avec 470 000 personnes au bord de la catastrophe. La malnutrition chronique, aggravée par la destruction systématique des infrastructures agricoles et urbaines, a poussé les habitants à des actes désespérés. Les colis distribués par la GHF, censés nourrir 5,5 personnes pendant 3,5 jours, ont été rapidement accaparés, certains finissant sur le marché noir ou, selon Israël, entre les mains du Hamas. Ce fiasco illustre l'échec d'une initiative qui marginalise les ONG expérimentées comme l'UNRWA au profit d'une structure partisane dans ce conflit. Sur le plan politique, c'est l'impasse. Aux plus de 50 000 victimes arabes depuis octobre 2022 se sont ajoutés les noms de 16 victimes mercredi, dont des enfants tués par Tsahal dans des frappes à Al-Saftawi et Deir al-Balah. Alors que des États comme la France et l'Indonésie plaident toujours pour une solution à 2 États, l'Union européenne réexamine son accord avec Israël. L'Italie, tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre, appelle à l'arrêt des bombardements et au respect du droit humanitaire. D'une certaine manière, il semble de plus en plus qu'Israël se trouve seul contre tous, mais seul avec les États-Unis, ce qui change tout. La piqûre mortelle validée par les députés. L'Assemblée nationale a adopté mardi la proposition de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Mais le sujet est loin de faire l'unanimité. La partie n'est pas finie. Pour ceux qui veulent vous débrancher, le point Renaud de Bourleuf. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Ambiance morbide au Palais Bourbon. Mardi soir, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi instaurant l'euthanasie et le suicide assisté. Dans l'hémicycle quasiment plein, avec 560 votants sur 577 députés, 54% des parlementaires présents ont donc validé la piqûre mortelle. Contrairement au texte sur les soins palliatifs adopté à l'unanimité, le suicide assisté ne met personne d'accord, même dans les groupes parlementaires. À gauche, le consensus reste relatif. Chez les écologistes, comme chez les filles, les voix dissonantes sont tout de même très rares, 3 abstentions et 1 vote contre chez la France Insoumise. Côté écologiste, on ne compte qu'une abstention et 1 vote contre. Parmi les députés apparentés LFI, on compte un autre vote contre l'euthanasie, mais attention, il s'agit de celle des chiens et des chats. C'est en tout cas la proposition de loi déposée plus tôt dans l'année par le député de Paris, Aymeric Caron. Concernant l'euthanasie des êtres humains, il a bien sûr voté pour. Les communistes comptent 3 abstentions et 1 vote contre. C'est chez les socialistes que le sujet est plus loin de l'unanimité. Sur 66 députés, on recense 2 abstentions et 5 votes contre. Parmi eux, le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, a même écrit une tribune dans le journal La Croix pour dénoncer un texte dangereux pour les personnes vulnérables. Il affirme que c'est précisément l'euthanasie qui menace la dignité humaine. Le bloc présidentiel est clairement représentatif du « en même temps » cher à Emmanuel Macron.
Dans le groupe Horizon, on est presque à parité. 14 députés ont voté pour la piqûre mortelle, 13 ont voté contre et 6 se sont abstenus. Dans le groupe Les Démocrates, celui du Premier ministre François Bayrou, mais aussi celui du rapporteur du texte, le député de Charente-Maritime Olivier Falorni, 20 élus ont voté le texte et 9 l'ont rejeté. Enfin, 7 se sont abstenus, à commencer par le président du groupe, Marc Fesneau. Dans le groupe Ensemble pour la République, ici du parti d'Emmanuel Macron, l'approbation de la mort sur ordonnance est plus large, on ne compte que 14 abstentions et 10 votes contre. Dans le bloc présidentiel, c'est le parti LR qui est le seul à s'être majoritairement opposé. Sur les 49 élus, 34 ont voté contre, alors que 7 d'entre eux ont voté pour et 8 se sont abstenus. Pas de consensus au Rassemblement national. Marine Le Pen n'a pas donné de consigne de vote. Elle a voté contre la piqûre fatale, à l'instar de 100 élus de son parti. Mais 19 députés RN ont voté pour la mise à mort par ordonnance, à l'instar de Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu ou Guillaume Bigot. Un seul groupe parlementaire a fait bloc, l'Union des droites pour la République, menée par Éric Ciotti. Les 19 membres du groupe se sont tous opposés au texte. Malgré des divisions internes minant quasiment toutes les forces politiques, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le rapporteur du texte, Olivier Falorni, se sont félicités d'un débat démocratique et républicain. Je tenais à saluer la qualité des échanges qui ont eu lieu dans cet hémicycle 15 jours durant. Près de 100 heures de débat ont été consacrées à l'examen de ces deux textes. Près de 2500 amendements ont été examinés. Comme en commission, le débat a été exigeant, digne et respectueux des convictions de chacun. Merci mes chers collègues d'avoir fait de ce débat parlementaire un beau débat parlementaire. Un calme qui s'explique peut-être par une absence de risque. En effet, si le vote solennel a fait l'objet d'une forte présence des parlementaires, ces derniers étaient aux abonnés absents pendant les débats sur les amendements, y compris lors du vote de dispositions pourtant cruciales. Ainsi, l'article 14 sur la clause de conscience des soignants n'a intéressé que 23% des élus. Même présence pour l'article 17, qui instaure un délit d'entrave à la dite aide à mourir, qui punit de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, ce qui tenterait de pousser les demandeurs à choisir la vie. Même présence encore pour l'article 6 sur le discernement du patient. Des questions de vie ou de mort qui semblent avoir laissé de nombreux élus plutôt froids, à moins qu'il ne s'agisse d'une main qui tremble sur un sujet particulièrement délicat. La loi introduit en effet un véritable bouleversement de la société que nous commente Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune. Je dirais que c'est d'abord réquisition des soignants, car personne ne pourra échapper, sauf à faire valoir l'obligation de conscience. Les personnes ne pourront échapper à la nécessité de faire des euthanasies, mais ça veut dire aussi que les médecins ou les soignants devront réadresser leurs patients à d'autres confrères qui sont favorables à l'euthanasie. Réquisition. Deuxièmement, je dirais délation, puisque vous avez vu ce fameux délit d'entrave. C'est une société du doute, de l'inquiétude, de la suspicion qu'on est en train de créer. Et puis enfin, je dirais abandon, parce qu'au fond, là-dedans, on abandonne les patients. Et or, c'est totalement étranger à l'éthique du médecin d'abandonner ses patients. Dans cette situation-là, dans cet état-là, ça fait partie des obligations morales du médecin. On ne laisse pas ses patients partir. Surtout que la demande d'euthanasie, on le sait, elle est convertible dès lors qu'on peut maîtriser les douleurs, et ça on sait le faire, dès lors qu'on peut rompre l'isolement, et ça on sait le faire, et dès lors qu'on donne de l'amour aux patients, et ça on sait le faire, on peut le faire aussi. Et à ce moment-là, le désir de mort s'atténue ou disparaît. Après, le vote ne montre pas une grande unanimité. Je note que cette majorité qui n'est pas brillantissime, je pense qu'elle nourrit une forme d'inquiétude par rapport à l'expression quand même d'un désaccord et d'un scandale dans l'esprit de beaucoup de Français. Même au gouvernement, l'euthanasie et le suicide assisté donnent des sueurs froides. Le matin du vote, le Premier ministre François Bayrou indiquait quel serait son choix s'il était député. Je pense que ce soir, je m'abstiendrai, oui. Voilà, ce soir, vous ne le voteriez pas. Un son de cloche similaire chez le ministre de la Santé, Yannick Neuder. Est-ce que vous l'auriez voté si vous aviez été encore député LR de l'Isère ? Je ne suis pas certain. La prochaine étape se déroulera au Sénat, qui planchera dessus à partir du mois de septembre. Dans la Chambre haute dominée par LR, il est possible que le texte soit largement amendé. Rappelons que pour être définitivement adopté, une loi doit être votée par les deux chambres dans les mêmes termes. Si une simple virgule est changée par le Sénat, le texte sera renvoyé à l'Assemblée nationale avec le passage en commission, puis en séance publique. Un retour à l'Assemblée qui pourrait se faire avec une nouvelle répartition des forces politiques si une dissolution arrive d'ici là. En l'état actuel du calendrier législatif, une éventuelle promulgation de la piqûre mortelle pourrait arriver en été 2026, selon les pronostics de Yaël Braun-Pivet. Autre scénario, le référendum qu'Emmanuel Macron semble vouloir mettre sur la table. Passons à présent à l'actualité en bref en France.
Duel de mâles blancs au PS, le 81e congrès du Parti socialiste verra s'affronter Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol au coude à coude au premier tour avec un peu plus de 40% de voix chacun. Le second tour est prévu le 5 juin. Boris Vallaud, arrivé 3e avec environ 20% des voix, devient le faiseur de roi. Ce match entre le sortant, Olivier Faure, et le maire de Rouen, Maillard-Rossignol, ravive les tensions de 2023 marquées par des accusations de triche. Si les divergences sur la NUP puis le nouveau Front populaire se sont estompées, la stratégie pour 2027 divise encore un peu. Faure prône une candidature commune à gauche, Maillard-Rossignol une option social-démocrate, ce qui n'est pas complètement inconciliable. Le choix de Boris Vallaud, dont le score garantit une influence au Conseil national, sera décisif. Quant au nombre de votants, il serait d'environ 20 000, ce qui est très peu, mais toujours moins pire que les écologistes et leurs 5 000 militants électeurs. Interdiction du port d'armes blanches par les mineurs. C'est le nouveau joujou médiatico-juridique de François Bayrou. Mardi, le Premier ministre s'est prononcé pour une telle législation en réponse au meurtre d'Elias, 14 ans, poignardé par 2 adolescents de type africain à Paris en janvier. La mère d'Elias, dans une lettre publiée dans Le Figaro, a dénoncé l'inaction de la justice, des politiques et des médias. Le chef du gouvernement, impuissant, a invoqué « ça va changer ». En 2024, c'est le jeune Mathis, 16 ans, qui avait été tué à l'arme blanche par un Afghan. Un groupe de travail réuni à ce sujet doit rendre ses conclusions sous peu, visant une interdiction pour empêcher les adolescents de porter des couteaux, des lames ou des machettes. Nul doute que l'interdiction sera respectée par les victimes blanches. Impuissance sécuritaire et incurie budgétaire. François Bayrou, décidément bavard, a annoncé mardi un plan pluriannuel de redressement des finances publiques prévu pour juillet, visant un retour à l'équilibre budgétaire en 3 à 4 ans. Face à un déficit accumulé et une dette croissante, le Premier ministre appelle à un effort partagé de tous les Français sans cibler une catégorie spécifique pour un budget, je cite, plus juste. Ce plan, anticipé par rapport au calendrier habituel, vise à, je cite, responsabiliser le pays face à une situation critique. François Bayrou insiste sur l'urgence de protéger les générations futures qui risquent de supporter le poids de la dette. Par ailleurs, il confirme l'application dès octobre d'une réforme sur le transport des malades tout en promettant une concertation avec les taxis pour optimiser les économies. Un électeur français sur 2 a plus de 50 ans. C'est désormais officiel depuis le 1er janvier dernier. La majorité du corps électoral français dépasse le demi-siècle. Selon l'INSEE, la part de plus de 50 ans pourrait même atteindre les 52,4% en 2027 lors de la prochaine élection présidentielle. De quoi transformer cette catégorie d'âge en électorat très convoité par les politiques, à plus forte raison que ce sont aussi ces Français qui votent le plus. Il n'en reste pas moins que cette catégorie ne vote pas comme un seul homme, à plus forte raison qu'elle comprend une part d'actifs et une part de retraités. À noter d'ailleurs qu'entre 2010 et 2024, les 65-79 ans sont passés de 15 à 20% du corps électoral, avec moins de 10% d'abstention en 2022, quand les moins de 35 ans boudaient les urnes à plus de 22%. Les finances ne devraient pas s'arranger. En 2023, le nombre d'agents de la fonction publique en France a augmenté de 62 000, soit plus 1,1% par rapport à 2022, portant leur total à 5,8 millions selon l'INSEE. Cette hausse, plus marquée que la moyenne annuelle de 1997 à 2022, est principalement due à la fonction publique hospitalière. Face à la nécessité de trouver 40 milliards d'euros d'économies, cette progression ravive le débat sur la réduction des effectifs. François Bayrou, toujours lui, préoccupé par une masse salariale en hausse de 6,7% en 2024, a exigé une maîtrise stricte des dépenses, critiquant les primes excessives. Un groupe de travail, encore un, avec les collectivités locales dont les effectifs ont bondi de 46% en 25 ans, planche sur des mesures pour limiter les coûts, notamment via une gestion prévisionnelle des retraites. Incendie mortel dans le Nord. Dans la nuit de lundi à mardi, une maison a été ravagée par les flammes dans la commune rurale d'Attiche. Un couple et 4 enfants s'y trouvaient. Le père âgé de 31 ans, sa fille de 6 ans et son neveu de 9 ans sont morts. Les secours sont intervenus très vite. Pour autant, l'incendie a gagné assez rapidement, à ma connaissance. Les voisins ont réussi à faire sortir un certain nombre d'occupants. 3 personnes. Évidemment, c'est un drame. D'abord parce qu'on a une petite commune, 2300 habitants, où on se connaît quasiment tous. C'est un drame et on est touché et on est en deuil, quoi. On est un peu abasourdi. Les 3 survivants sont hospitalisés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Selon les riverains, la maison était en mauvais état. L'actualité internationale en bref. Nouveau drame autour de la drogue au volant.
En Grande-Bretagne, l'enquête avance sur la voiture qui a foncé dans la foule lundi à Liverpool, alors que des centaines de personnes fêtaient dans les rues la victoire du club de football au championnat d'Angleterre. Le coupable arrêté immédiatement était sous l'empire de la drogue. Âgé de 53 ans, il a été placé en garde à vue. Une dizaine de blessés se trouvent à l'hôpital plus de 24 heures après les faits. Harvard, toujours dans le viseur de la Maison-Blanche. À Washington, Donald Trump a annoncé mardi la fin de tous les contrats fédéraux avec l'université, estimés à 100 millions de dollars. Une lettre a été envoyée aux agences fédérales pour identifier et annuler ou rediriger ces contrats, confirmant donc l'escalade des tensions. Donald Trump accuse Harvard de dérive sociétale et d'antisémitisme et cherche à imposer un contrôle sur les admissions et les recrutements, exigence refusée par l'université. Harvard, qui a déjà vu 2,2 milliards de dollars de subventions gelées en avril, a intenté une action en justice, dénonçant une atteinte à sa liberté académique. Donald Trump a également menacé d'interdire à Harvard d'accueillir des étudiants étrangers. Encore un vol raté pour la fusée Starship. Mardi, le lanceur super lourd de SpaceX, société d'Elon Musk, a de nouveau échoué à compléter son vol suborbital. Le vaisseau s'est désintégré au-dessus de l'océan Indien et a perdu le contrôle de sa trajectoire. Après les échecs du 7e vol en janvier puis du 8e vol en mars, c'est la 3e fois que la version améliorée du vaisseau se désintègre sans parvenir à amérir dans l'océan Indien. Désormais, Elon Musk doit avoir plus de temps pour travailler l'amélioration de ses fusées. Ce soir, Bistro Liberté est passé présent. Pour le jeudi de l'Ascension, pas de journal télévisé, mais vous pourrez retrouver un Zoom dès 7h avec l'ancienne ministre du Logement et de la Ville, Christine Boutin, ainsi qu'Immédiat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fête de l'Ascension à tous. À vendredi.